Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, le formalisme que nous avons vu précédemment avec les états est très bien, mais il a quand même un défaut. Il décrit un nombre fixe de particules. Par exemple, on va dire l'état d'une particule. On peut dire aussi, il décrit les états avec 2 particules, 3 particules, mais toujours un nombre bien déterminé de particules. Or, l'expérience montre que l'on peut créer ou annihiler des particules. On a vu par exemple le cas de l'électron du positron qui s'annihile pour donner les photons. Et justement, avec les photons, c'est particulièrement flagrant. Ils sont très faciles à créer. Il suffit d'allumer une lampe. Une lampe et on est inondé de milliards de photons. On pourrait arguer que ces particules ne sont peut-être pas créées, mais présentes à l'intérieur d'autres particules. Mais ça ne tient pas, parce que d'une part, il y a l'argument du principe de la détermination. Confiner des particules dans des zones si petites qu'elles seraient cachées poserait des problèmes au niveau de la précision de la position et de leur vitesse. Parce qu'elles seraient confinées dans une zone trop petite, ce qui leur donnerait des vitesses absolument phénoménales, et donc des énergies phénoménales qui ne sont pas observées. Un autre argument, c'est simplement celui de la lampe. On allume une lampe et on a un flot ininterrompu de photons. Des photons, toujours des photons. Et l'énergie de la lampe ne disparaît pas, elle ne diminue pas. Les photons emportent de l'énergie qui correspond à l'énergie électrique, qui est un flot d'électrons dans les conducteurs électriques, les conducteurs métalliques, et qui ne contient donc pas de photons, et la masse, le nombre ou l'énergie de la lampe en soi reste intacte, alors que son filament, qui est chauffé pour une lampe à incandescence, les anciennes lampes, ce filament chauffé va émettre des photons, alors que la lampe, elle reste inchangée. Donc, ces photons sont créés au fur et à mesure et émis. Il existe aussi des phénomènes avec des énergies plus grandes où on observe des créations de particules, comme de la radioactivité. Par exemple, la radioactivité dite bêta, où un neutron dans le noyau de l'atome se transforme en un proton, plus un électron et plus un neutrino. Nous en reparlerons. Cet électron a une grande énergie et est émis par l'atome, le noyau, sous forme d'un rayonnement appelé rayonnement bêta, qui n'est pas extrêmement nocif. Pour ce rayonnement-là, d'autres rayonnements sont beaucoup plus nocifs. Et lorsqu'on effectue des collisions de particules, par exemple, dans le grand accélérateur du LEP, qui a précédé le très grand accélérateur du LHC, qui est à la frontière franco-suisse, dont vous avez sûrement entendu parler. Le LEP était la version qui précédait. On envoyait des électrons et des positrons, non plus simplement s'annihiler, mais se percuter avec des énergies de collision considérables. Et les collisions produisaient un flot de tas de particules. La masse totale de ces particules est d'ailleurs plus grande que celle des électrons-positrons séparés. Il y a donc un flot de particules qui est créé. Tout ça n'est pas très étonnant en réalité. C'est lié à la relativité. En effet, la relativité nous dit que E égale mc2. mc carré. On l'a vu. Et donc, pour une particule de masse m, si on a une énergie suffisante, on peut imaginer qu'il y ait des mécanismes qui créent la particule. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et les photons, ayant une masse nulle, on comprend que leur création soit si facile, avec une simple lampe. Parce que là, la moindre petite parcelle d'énergie permet de créer des photons. Donc, nous avons absolument besoin d'un formalisme qui soit adapté
au fait que le nombre de particules puisse varier, qu'elles puissent être créées et détruites, donc un formalisme multiparticule. Et la solution, c'est ce qu'on appelle la quantification des champs. Donc le système physique ici, au départ, n'est pas une particule, mais un champ. Et on lui applique l'arsenal de la mécanique quantique, et les excitations du champ, ces variations, deviennent les particules. Nous reviendrons sur cela. Cette approche est assez évidente pour le photon, puisqu'au départ, en physique classique, on a un champ. C'est le champ électromagnétique, nous l'avons vu. On a le champ électromagnétique, et donc on peut appliquer les procédures de la mécanique quantique à cet objet physique qu'est le champ électromagnétique. Mais pour l'électron, on n'a pas d'équivalent classique. Il n'y a pas de champ classique du champ électronique. L'électron ne se manifeste pas facilement au niveau classique. Mais on a déjà une description par la mécanique quantique. C'est la fonction d'onde que nous avons vue. Cette fonction d'onde est répartie en tout point, en toute position. Elle donne une certaine amplitude en fonction de la position. En fait, pour la description ici pour les champs, on ne part pas de l'équation de Schrödinger que nous avons vue, mais de la version relativiste. Parce qu'avec E égale mc2, on est clairement dans le domaine relativiste. Donc on ne va pas s'amuser avec du non relativiste. On passe à une version de l'équation de Schrödinger qui s'appelle équation de Dirac. Et la fonction d'onde de Dirac de l'électron. Et on peut voir cette fonction d'onde comme un champ. On a dit la représentation la plus intuitive, la plus proche de la réalité physique de la particule, c'est cette onde, ce champ, cette fonction d'onde. Et donc, on va prendre ce champ, cette fonction d'onde, on va la prendre comme un champ, et on va la quantifier, comme on le ferait avec le champ électromagnétique. Cette procédure est parfois appelée procédure de seconde quantification. On comprend pourquoi, puisqu'on parle de la description quantique et on quantifie le champ, la fonction d'onde. Mais en réalité, c'est un peu abusif, parce qu'ici, ce champ de Dirac n'est pas vu comme une fonction d'onde. Il est vu comme un champ classique. Et ce champ classique passe alors dans l'arsenal de la mécanique quantique. On l'appelle champ de Dirac de l'électron. Alors, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on va voir un cas très simple. On l'appelle l'oscillateur harmonique. Alors, qu'est-ce qu'un oscillateur harmonique? C'est un oscillateur, comme un ressort, mais où la force de rappel est proportionnelle à la distance. C'est en fait exactement, on a un ressort, avec une masse, disons, et une certaine force de rappel, et cette force est proportionnelle à l'étirement, à la distance du ressort. C'est en fait l'équivalent du ressort idéal de notre dynamomètre dont nous avions parlé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. On peut le résoudre avec les équations de la physique classique, les équations de Newton, et cela conduit à des oscillations qui sont très précises. Elles ont une fréquence nu0, bien précise, qu'on appelle fréquence propre. Cette fréquence dépend de la raideur du ressort, s'il est plus ou moins dur ou pas, et de la masse, par une relation assez simple. Et l'amplitude des oscillations, elle, est absolument quelconque. On passe alors à la mécanique quantique. Donc il y a des procédures qui permettent de quantifier un système physique et de passer au formalisme de la mécanique quantique que nous avons vu. On passe à la mécanique quantique et alors les amplitudes ne sont plus quelconques. Il y a une quantification des oscillations de la masse. L'énergie de l'oscillateur est alors donnée par E
égale n plus 1 demi h nu 0. Nu 0, la fréquence propre, h, la constante de Planck, et n, un nombre entier, qui vaut 0, 1, 2, 3, pour les différentes valeurs de l'énergie. On voit donc clairement la quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique quantique. L'énergie peut se tracer très facilement, un graphique, la valeur de l'énergie. On a n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, et entre deux niveaux, on a simplement h nu 0. Notons que pour n égale 0, c'est-à-dire l'état de plus basse énergie, on a E égale 1 demi h nu 0. Donc la valeur de l'énergie n'est pas nulle, même pour l'état de base. Et en fait, c'est une conséquence du principe d'indétermination. Le système ne peut pas jamais être au repos. Parce que si l'oscillateur était au repos, notre ressort, bon, qui peut être autre chose au niveau quantique, une particule par exemple, quelque chose comme ça, ou deux particules liées par une attraction quelconque, la longueur de notre ressort serait alors bien précise et sa vitesse nulle. Il n'y a donc plus d'incertitude, plus d'indétermination, et on aurait un problème avec le principe d'indétermination qui dit qu'il y a toujours une valeur minimale pour la détermination. Donc le système n'est jamais tout à fait au repos, ce qui explique cet état de base ayant déjà une certaine énergie. Considérons un état pour une valeur n donnée. On va noter cet état n. On décrit alors, on construit avec dans le traitement mathématique, deux opérateurs, notés A croix, en fait ici c'est une petite dague, mais on la note comme un plus, et A, qui sont appelés opérateurs de création et de destruction. Notons que c'est une simple construction mathématique. Ces opérateurs ne correspondent pas à des grandeurs physiques, comme l'hamiltonien qui correspond à l'énergie. C'est une simple construction mathématique. Ces opérateurs agissent sur les états, comme je vous l'avais dit. On a A croix n donne l'état n plus 1. Donc, il fait monter d'un étage. Et A n donne n moins 1. En fait, il y a des facteurs multiplicatifs que je laisse tomber ici, ils ne sont pas très très importants. Qui donc, lui, l'opérateur A, fait diminuer d'un état. Création, destruction. Donc, ces opérateurs ajoutent au système, ou soustraient au système, un quantum d'énergie. Un quantum d'énergie h nu 0. Quantum qui pourrait être vu comme une espèce de particule, mais nous y reviendrons. On peut utiliser A et A croix pour construire des opérateurs qui, eux, correspondent à des grandeurs physiques qui peuvent modifier l'état du système. Par exemple, l'hamiltonien s'écrit simplement A croix plus 1. C'est aussi simple que ça. L'hamiltonien s'écrit de cette manière. Voilà, alors, très simple, l'oscillateur harmonique. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons et nous reviendrons au champ et nous utiliserons ce que nous avons appris sur l'oscillateur harmonique pour voir comment on peut appliquer ça pour la quantification des champs qui, jusqu'ici, restent un peu mystérieux sur la manière de faire. Donc nous verrons ça bientôt. Je vous remercie.